Kabila a totalisé ce mardi 15 ans à la tête du pays. Que retiennent les Congolais de ces années de gouvernance? Élément de réponse dans cette édition. Au Bénin, la commune de Gogounou est désormais engagée aux côtés de Sébastien Germain à Javon. C'est à travers une déclaration publique de la part des autorités politico-administratives que ce choix a été proclamé. Enfin, en France, le ministre algérien des anciens combattants a rendu ce mercredi un hommage à ses compatriotes tombés durant la Première Guerre mondiale. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila Kabange a totalisé ce mardi 15 ans à la tête du pays. Il a été investi le 26 janvier 2001, 10 jours après l'assassinat tragique de son père, Laurent Désiré Kabila. Âgé de 29 ans, il prend la magistrature suprême d'un pays à la dimension d'un continent déchiré par des guerres et des conflits qu'il a amené jusqu'à l'organisation des premières élections en 2011 où il a été réélu. Il arrive cette année au terme de son deuxième et dernier mandat, la Constitution lui interdisant de se représenter. Que retiennent les Congolais de ces années de Joseph Kabila? Les avis restent partagés. C'est sur des propos recueillis par notre correspondante Yeyet Mavinga Nzao. Les 15 ans de M. Kabila, c'est la catastrophe pour notre République, pour notre pays. Sur tous les plans, je ne vois pas vraiment quel point est-ce que moi je peux féliciter M. Kabila. Que ce soit sur le plan social, que ce soit même sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan économique, que ce soit n'importe quel domaine de notre pays, madame. Je vous dis, je n'ai aucun signe que je peux dire que voilà, grâce à M. Kabila. Fort élevé dans son mandat, qui a suscité beaucoup d'espoir en termes de relèvement de pays, en termes également des efforts sur le plan sécuritaire. Mais on a vu qu'il y a eu un régressement en termes de droits de l'homme, notamment, où aujourd'hui on parle de beaucoup d'acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui sont aux arrêts, en prison. Aujourd'hui qu'il est fin mandat, troisième et dernier mandat, mais les actions qui sont posées aujourd'hui, en tout cas, n'augurent pas dans le sens du respect de la Constitution qui est voulu par tous. Et ça, c'est quand même des éléments qu'on doit mettre dans ce qu'on appelle un bilan négatif, qu'on déplore. Le bilan n'est pas mauvais. Le bilan n'est pas mauvais. Bon. Il se bat comme en Afrique, comme tout président qui se respecte. Il arrange certaines choses, il a installé la démocratie. On voit aujourd'hui, c'est tout le monde qui passe à la télévision, que ce soit opposant, que ce soit de la majorité, il parle n'importe quoi, il parle ce qu'il veut. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc sur ce qu'il devait faire par rapport à ses promesses, il n'a réalisé qu'un tiers tout simplement. Il n'a réalisé qu'un tiers, donc ça ne représente, en termes de pourcentage, ça ne représente que 80% de ce qu'il n'a pas fait. Alors ça, par rapport aux besoins des Congolais, donc on se retrouve toujours dans le fiasco. En Centrafrique, le second tour de la présidentielle prévu dimanche prochain sera reporté à une date ultérieure en raison de problèmes organisationnels. Une réunion a eu lieu ce mardi à la primature à Bangui avec le gouvernement, les membres de l'autorité nationale des élections et des représentants de la communauté internationale. Selon l'un des participants, la date du 14 février a été retenue, mais cette date doit être confirmée officiellement. Les anciens premiers ministres Anicet Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, arrivés en tête du premier tour le 30 décembre 2015, vont s'affronter lors du second tour de la présidentielle. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit au Bénin. Le marché d'Antokpa a connu de nouveau un incendie ce mercredi. Le feu se serait déclenché aux encablures du pont menant vers le CEG d'Antokpa. Des hangars sont emportés et les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour circoncire et maîtriser les flammes. Vous aurez de plus amples informations dans nos prochaines éditions. On reste au Bénin où la commune de Gogounou est désormais tombée dans l'escarcelle de Sébastien Germain à Javon. C'est à travers une déclaration publique organisée par les autorités politico-administratives que l'adhésion à la candidature du présidentiable a été proclamée. Les populations de cette localité ont ainsi annoncé leur soutien à ce candidat pour la présidentielle du 28 février. Les acteurs de diverses couches sociales, les jeunes, les femmes, les têtes couronnées et autres catégories socio-professionnelles telles les artisans et agriculteurs
se sont donné rendez-vous à la maison des jeunes de Gogounou pour déclarer leur soutien à Sébastien Adjavon. Pour la représentante des femmes, Sébastien Germain Adjavon est l'homme qu'il faut pour le bonheur des Béninois et pour le développement du pays. À ce titre, elle précise. Vu déjà ses expériences dans plusieurs domaines, nous ne doutons plus un seul instant à soutenir avec fermeté la candidature de M. Sébastien Adjavon. Le représentant des jeunes de la localité estime que c'est l'heure de la rupture et pour y parvenir, l'opérateur économique reste la trouvaille. La jeunesse doit prendre son destin en main en choisissant un président jeune connu de tous les Béninois, censé connaître les problèmes de la jeunesse et capable d'y apporter des solutions idoines. Adjavon est la solution de cette équation. Toutes ces déclarations seront corroborées par l'argumentaire du maire de la localité. Nous considérons que la majorité des conseillers de la commune de Gogounou, nous sommes avec lui. En qualité de représentant du candidat, El Hadj Yakubu Malehossou va remercier les populations pour le choix porté sur Sébastien Germain Adjavon comme candidat des populations de Gogounou. Par ailleurs, il a demandé aux populations de se mobiliser pour que l'électorat de cette commune et des zones environnantes soit quadrillé pour le candidat. Il dit qu'il va s'occuper premièrement des paysans, ceux qui vont au champ, ceux qui cultivent le coton. En Afrique du Sud, plusieurs milliers de militants du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, ont défilé mercredi dans le centre-ville de Johannesburg. C'était pour demander au gouvernement de créer des emplois. Ce fut aussi une manière pour ce parti de lancer la campagne des élections municipales qui doivent se tenir plus tard dans l'année. Le taux de chômage dépasse 25% en Afrique du Sud et s'approche des 40% si l'on inclut les gens qui ne cherchent pas d'emploi. C'est ce qui a été le combat essentiel de cette formation politique qui, en lançant les campagnes municipales, a tenu à attirer l'attention des gouvernants. Le DA, qui gouverne déjà la ville et la province du Cap, espère gagner quelques municipalités clés comme Port Elizabeth, Johannesburg ou Pretoria lors des municipales. Le parti d'opposition veut centrer sa campagne sur l'emploi, affirmant que 770 Sud-Africains perdent leur travail chaque jour. Cette statistique est cependant contredite par Africa Check, un site internet africain de vérification des faits créé par la fondation AFP, mais éditorialement indépendant d'elle. Africa Check estime que le chiffre ne prend pas en compte les créations d'emplois et calcule de manière incorrecte le nombre de gens ayant abandonné la recherche d'un emploi. L'Alliance démocratique a obtenu 22% des voix lors des élections générales de 2014, largement remportées par l'ANC de Jacob Zuma. En France, le ministre algérien des anciens combattants a rendu ce mercredi un hommage à ses compatriotes tombés durant la Première Guerre mondiale. C'était à l'ossuaire de Douaumont. Tayeb Zitouni, accompagné de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État français aux anciens combattants, s'est rendu sous une pluie fine dans le carré musulman de l'ossuaire où reposent 222 Algériens. Cette première visite d'un ministre des anciens combattants en France depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 intervient après un déplacement du secrétaire d'État français aux anciens combattants à Sétif en avril 2015. Il s'agissait alors de la première visite d'un responsable gouvernemental français sur les lieux du massacre du 8 mai 1945 qui a fait des milliers de morts. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration du ministre algérien des anciens combattants. C'était à l'issue de la cérémonie d'hommage. Il était important, bien sûr, de venir ici à Douaumont, où s'est écrite notre histoire commune, une partie de notre histoire commune. Beaucoup de soldats venus d'Algérie sont morts lors de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale pour notre liberté, la liberté de la France, la liberté de l'Europe aujourd'hui. Et il était tout à fait normal que nous venions ici nous recueillir sur les tombes des soldats décédés qui venaient d'Algérie. C'est aussi un moment symbolique pour construire et travailler sur des dossiers qui relèvent bien sûr des événements de la guerre d'Algérie. Et nous avons mis en place des commissions qui se réuniront à Alger le 3 et le 11 février sur des sujets qui sont à traiter en prenant le temps nécessaire, mais les familles algériennes et les familles françaises attendent beaucoup de ces travaux communs. L'histoire qui nous est commune
ne relève pas que depuis la guerre d'Algérie, mais bien au-delà. Et c'est la preuve aujourd'hui, ici, devant les corps de ces soldats, les tombes de ces soldats qui sont décédés lors de la Première Guerre mondiale. Alors que la crise se poursuit au Burundi, le Rwanda accueille environ 75 000 réfugiés burundais, la plupart dans des camps. Mais près de 25 000 autres, les plus aisés d'entre eux, sont à Kigali. Face à la persistance de la crise, ces réfugiés urbains épuisent leur économie et essayent de se reconstruire une vie. Reportage. Encore récemment, Mick comptait ouvrir un bar à Bujumbura, la capitale du Burundi. En avril dernier, quand le président Pierre Nkurunziza s'est présenté à un 3e mandat, Mick pensait que le mouvement de contestation s'apaiserait rapidement. Mais 9 mois plus tard, le pays est toujours plongé dans la violence. Aujourd'hui, sa vie a basculé. Mick est parti pour le Rwanda, où il tente de refaire sa vie. Chaque jour, ça devenait pire. Donc je ne pouvais pas travailler parce que surtout les bars, c'est le travail du soir. Donc vu qu'il y avait l'insécurité, j'ai dû attendre. J'ai attendu longtemps, mais on n'a jamais pu ouvrir. La plupart des 75 000 réfugiés burundais sont entassés dans des camps. Les plus aisés essayent de reconstruire une vie à Kigali. Mike a réussi à rebondir. Il a réinvesti ses économies dans ce bar-discothèque. J'ai eu un coup de chance d'avoir un endroit, mais c'est dur parce qu'il faut tout changer, il faut tout commencer à zéro. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle ville. Beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Cet homme a dû fuir la capitale burundaise après avoir participé aux manifestations. Aujourd'hui, il est entassé avec 3 autres réfugiés dans ce 20 mètres carrés, sans un sou. Il souhaite rester anonyme, de peur des représailles sur sa famille. Cet homme pourtant issu de la classe moyenne pourrait aujourd'hui se retrouver dans un camp de réfugiés. Comme lui, des milliers de Burundais attendent en vain la fin du conflit dans leur pays. Face à l'échec des négociations, un sommet des chefs d'État de l'Union africaine se prononcera à la fin du mois sur le déploiement d'une force militaire au Burundi. Et puis aux Philippines, les anciennes femmes de réconfort réclament réparation. Une revendication qui intervient au moment où l'empereur japonais effectue une visite dans le pays. Rappelons que les femmes de réconfort étaient réduites en esclavage sexuel par les soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Reportage. Ce mur porte le témoignage d'un passé des plus douloureux. Il raconte l'histoire des femmes philippines dont l'armée japonaise se servait comme esclaves sexuelles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Estilita était l'une de celles que les Nippons appelaient femmes de réconfort. Elle avait tout juste 14 ans. Un soldat japonais s'est approché. Il m'a embrassé de force et il m'a violée. Puis un autre est arrivé. J'ai essayé de me débattre, mais l'un d'entre eux m'a tapé la tête contre la table et je me suis évanouie. Aujourd'hui âgée de 90 ans, Hilaria a connu le même enfer. Elle n'avait que 16 ans quand des soldats japonais l'ont emmenée dans un camp de prisonniers. Là-bas, femmes et filles travaillaient la journée et étaient violées le soir. 2 soldats me tenaient les jambes et les bras pendant qu'un autre me violait. Quand il avait fini, ils échangeaient les places. J'étais incapable de faire quoi que ce soit parce que mon corps ne ressentait plus que de la douleur. Le Japon s'est récemment excusé officiellement auprès des Sud-Coréennes qui ont subi les mêmes sévices et leur a offert une compensation financière. Mais pour les 70 victimes philippines encore en vie, toujours rien. Elles veulent des excuses sans équivoque, pour elles, pour les familles et pour le pays. Elles veulent aussi que les livres d'histoire racontent la réalité du système des femmes de réconfort, de l'esclavage sexuel japonais. Et enfin, elles veulent une compensation. Le gouvernement philippin, lui, n'a pas fait de ce dossier une priorité dans ses relations avec le Japon. Il cherche avant tout à resserrer les liens économiques et militaires avec l'archipel. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Sky.